nous allons parler bien des créateurs de contenu face à l'extrême droite sur les réseaux sociaux et les plateformes. Faut-il débattre avec nos ennemis politiques? Comment sensibiliser une communauté au danger de l'extrême droite? Quels sont les risques à s'exposer publiquement? J'en discute avec deux invités, Mélissa Amneris, Créatrice de contenu féministe, mais tu revendiques l'intersectionnalité des luttes. On peut aussi t'entendre parler d'antiracisme, d'anticapitalisme. Tu es très active sur les réseaux sociaux pour combattre toutes les formes de discrimination. Et toi, concernant l'extrême droite, on va avoir l'occasion d'en parler. Tu estimes qu'il faut débattre aussi avec certains de ses représentants pour tenter de convaincre les gens qui ne penseraient pas comme nous. Et avec Jean Massière. Tu es connu pour être un streamer politique, également intervieweur d'élus ou de représentants politiques. Tu es connu pour rendre la politique accessible et compréhensible pour les jeunes, un travail nécessaire quand on sait que les moins de 35 ans font partie aussi des plus abstentionnistes électoralement parlant. Et toi, eh bien, tu refuses tout simplement d'inviter et de poser des questions aux représentants de l'extrême droite. Tu auras aussi l'occasion de nous expliquer pourquoi. Comment est-ce que vous définiriez chacun l'extrême droite? Peut-être Jean, toi, pour commencer. Comment définir l'extrême droite? Elle le fait déjà très bien toute seule. L'extrême droite, c'est un espace politique, c'est un camp politique avec des organisations, des partis, avec des élus, avec des candidats aux élections, avec des intervenants dans les médias. Et c'est un camp qui se caractérise par son caractère assez radical. À droite, donc, c'est une des familles de la droite française qui se caractérise par une radicalité et qui se caractérise aussi par un rapport au corps social qui est très organiciste. Moi, c'est toujours ce qui m'a marqué dans la définition de l'extrême droite, c'est que ce sont des gens qui ont une lecture du monde organisée autour d'un peuple ou d'une nation qui serait cohérent d'un point de vue culturel, pour ne pas dire en réalité racial, génétique, etc. Il y a quelque chose de très biologisant dans la lecture du monde de l'extrême droite. Pour autant, j'attends pas d'une personne qu'elle soit matérialiste, marxiste, on peut être autre chose, il n'y a pas de souci, mais c'est pour moi une des définitions assez caractéristiques de l'extrême droite. Et puis il y a un caractère aussi de l'extrême droite qui est son côté hors-jeu, hors du jeu, populiste, démagogue, anti-système, qui dénonce par le passé la République. Pendant plus d'un siècle, l'extrême droite s'est définie par son opposition au principe même de la République. Aujourd'hui, elle s'y est faite, mais qui garde quand même un pied dans la radicalité et dans le rejet des institutions démocratiques, des droits et libertés qui fondent notre nation. Donc voilà, pour moi, c'est un peu tout ça, l'extrême droite. Toi, Mélissa, comment est-ce que tu la définis, cette extrême droite? Oui, c'est déjà assez complet. Moi, je pense que c'est le conservatisme surtout, c'est ce retour. Tu parles on pense à un peu avant. Moi, il y a une expression que j'aime bien, c'est ce syndrome du rétroviseur, comme si c'était toujours mieux avant, la nostalgie de l'époque. On nous le dit beaucoup, nous, pour les femmes, comme si à l'époque, on aurait été mieux sans l'immigration, etc. Donc, c'est aussi beaucoup de choses dévoyées, beaucoup de fake news, on l'a vu. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est quelque chose de chez vous, où ils montraient les fake news, c'est en général beaucoup plus chez l'extrême droite que chez la gauche, ça faut le rappeler, même si ils aiment dire l'inverse. Donc moi, j'essaie aussi de militer pour qu'on rétablisse un peu le mot intégriste. Parce qu'on a l'impression que aujourd'hui, c'est devenu que des Français musulmans qui essayent de vivre leur foi tranquillement et qu'on taxe de musulmans, de radicalité, de toutes choses, d'intégristes, de terroristes, etc. Alors que le vrai intégrisme, pour moi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus à l'extrême droite. On va pouvoir en parler, mais quand j'ai débattu face à Thaïs Escuffon, par exemple, pour moi, c'était important de lui dire « tu es une intégriste ». Parce qu'en fait, beaucoup dans le masculinisme qu'aujourd'hui, moi, je combat, c'est l'extrême droite, même s'ils ne veulent pas se l'avouer parce qu'ils se disent apolitiques, ils ont l'impression de ne pas avoir de parti. Aujourd'hui, c'est un intégrisme. On veut revenir à une époque où les gens n'avaient pas de droits, les femmes n'avaient pas de droits, les personnes étrangères aussi, ce nationalisme. Donc voilà, pour moi, c'est eux. Le vrai danger, l'entrisme, il vient de chez eux. Et d'ailleurs, j'en profite aussi le chat pour vous rappeler, parce que tout à l'heure, quand je vous parlais un petit peu de cette thématique de cette dernière partie et des invités qu'on allait avoir, je crois qu'il y avait déjà eu des questions, donc peut-être que je les ai ratées entre-temps, donc n'hésitez pas évidemment à les remettre dans le chat pour que je les pose à Jean et Mélissa tout au long de cette discussion. Je le disais, Jean, au moment où je t'ai présenté, toi tu es donc un streamer politique et intervieweur de personnalités politiques, sauf que dans les personnalités politiques que tu n'interviewes pas, eh bien, il y a exclusivement celle d'extrême droite que tu refuses pour l'instant d'inviter à ton micro. Pourquoi ce choix-là ? C'était pas un choix évident en plus au début, contrairement à ce qu'on peut croire. Quand j'ai créé mon émission Backseat, qui est mon talk show dans lequel on reçoit des personnalités politiques chaque semaine, au début je disais que je n'ai pas la réponse à la question et qu'on verra le jour venu. C'était ça la première saison de Backseat. Je disais je suis pas chaud par principe, mais faut voir comment ça évolue, on verra, on tranchera plus tard. Et puis finalement on a tranché quand même assez rapidement, en se disant que ça n'avait aucun sens dans une émission comme Backseat, qui est un talk show qui s'adresse à un public jeune et éloigné de la
politique, qui essayent de les réconcilier avec la politique, de se dire qu'on allait tendre le micro à des gens qui sont radicalement antinomiques avec tous les idéaux que porte l'émission Backseat, qui sont des idéaux d'éducation populaire, des idéaux de démocratie, de participation citoyenne, d'implication des jeunes dans la vie de la cité, bref, tous ceux contre quoi l'extrême droite lutte depuis toujours. Donc, on s'est dit qu'en fait, ça n'aurait aucun sens, qu'on n'est pas là pour gagner des points de crédibilité en recevant l'extrême droite. L'extrême droite n'a pas besoin de nous pour s'exprimer. Elle a ses propres médias. Elle a déjà des invitations dans beaucoup de médias mainstream qui font beaucoup plus de vues que les nôtres. Donc, on refuse de recevoir l'extrême droite, avec cette idée aussi qui, moi, m'est assez chère, le refus de mettre un signe égal entre tout, comme si tous les camps politiques se valaient quelque part. Après tout, toute proposition dans le débat public a droit de citer. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de vue-là. Il y a énormément de choses qu'on refuse d'entendre dans le débat public parce que c'est contraire à des principes qu'on défend tous collectivement. On ne donne pas la parole aux pédocriminels. Voilà, c'est comme ça. On ne va pas interviewer un pédocriminel pour dire « Et vous en pensez quoi de la loi machin ?» Non, on ne fait pas ça. Et ben on fait pareil avec l'extrême droite. On ne discute pas, on ne taille pas le bout de gras avec l'extrême droite quand il s'agit de parler d'actualité politique. Je précise d'ailleurs quand même, puisque là vous êtes sur un stream de Libération, que cette position, ta position, Jean, est celle finalement aussi la même que celle du journal de Libération, où on ne reçoit pas, on ne donne pas la parole directement aux représentants du Rassemblement national, ce qui n'empêche pas nos journalistes, et vous avez pu avoir l'occasion de le remarquer aussi dans la première partie d'émission, de travailler sur le Rassemblement national, sur Reconquête, sur l'extrême droite via ses partis politiques. Ça n'empêche pas certains de nos journalistes aussi de rencontrer certains de ces représentants, de parfois échanger directement avec eux pour mieux comprendre leurs idées, et ensuite eh bien, vous racontez tout cela et vous informer à ce sujet. Toi, qu'est-ce que tu répondrais, Jean, à des personnes qui pourraient te dire, comme elles peuvent le dire parfois aussi à Libération, que sans donner le micro, sans donner la parole à ces représentants d'extrême droite, c'est quelque part aussi nier la parole des millions de personnes qui votent pour ces gens-là. Mais ces gens-là ont le droit de voter ce qu'ils veulent. L'extrême droite a le droit de s'exprimer. L'extrême droite a le droit de créer des chaînes YouTube, des comptes TikTok, etc. Enfin, je veux dire, l'extrême droite n'a pas besoin de moi. Je ne suis pas l'arbitre des élégances. Je ne suis pas celui qui dicte ce qui est de l'ordre de l'acceptable dans le paysage politique. Je n'ai pas cette prétention-là. Je n'ai que la prétention de proposer une émission sur ce grand marasme qu'est Internet, où on va parler d'actualité politique. Et si vous n'en êtes pas satisfait, vous avez parfaitement le droit, c'est tout à fait compréhensible, faites mieux, comme disait un grand homme. Non, mais créez vos propres talk-shows, créez vos émissions dans lesquelles vous allez interviewer l'extrême droite, parce que vous jugez que votre position est meilleure que la mienne. Je n'ai pas la prétention d'avoir raison. Et je ne suis pas non plus donneur de leçons. Je n'ai pas à dire aux autres médias, vous avez tort de recevoir l'extrême droite. Vous faites ce que vous voulez. C'est votre problème, c'est pas le mien. Quelle est ton approche, toi, Mélissa, par rapport à ça, parce que tu le disais juste avant, tu as, il y a quelques mois, débattu avec Thaïs Descuffon, qui est une militante d'extrême droite, que tu qualifies d'ailleurs toi-même dans l'émission que tu as avec elle de suprémaciste blanche. Pourquoi est-ce que tu as accepté de discuter, de débattre avec elle ? Pour moi, elle se fait là la nuance, c'est qu'en fait, moi, si j'étais à la place de Jean, je penserais tout pareil, parce que dans mes propres émissions, et j'ai aussi mes propres formats, je n'inviterai jamais l'extrême droite chez moi, parce qu'ils ont déjà assez de micros. On leur donne déjà assez de temps de parole, donc je ne vais pas en rajouter, et je pense que ce serait totalement contre-productif. On le voit avec tout ce qui est fenêtre d'Overton, etc. C'est déjà assez déplacé pour qu'on continue à faire avancer les idées dans ce qu'on considère, nous, et je pense à raison, comme de mauvaises idées. Par contre, je trouve ça différent de répondre quand il y a déjà une production qui a décidé d'inviter quelqu'un de l'extrême droite et qu'il y a besoin parce que les émissions de débat, voilà, on est dans un monde post-TPMP, maintenant le débat c'est l'amour et on a l'impression que ça fait du clic, surtout au-delà de l'intérêt politique, c'est aujourd'hui c'est l'argent et attirer les gens. Au-delà de voilà, c'est aussi la liberté d'expression et on est en France, autant discuter. Mais là pour moi c'est différent. Donc là quand on m'a appelé sur ce podcast-là, pour moi, c'était intéressant de venir parce que je savais qu'il allait y avoir quelqu'un d'autre si ce n'était pas moi. Et c'est aussi quelque chose qui arrive très souvent, surtout dans ces débats-là, parce que c'était un débat qui était vendu comme féministe vs anti-féministe. Donc je suis d'accord aussi, c'est normalement une question, il ne devrait pas avoir de débat. Être anti-féministe, normalement, ça devrait juste être un nom, comme être raciste, c'est juste un nom. Mais en fait, c'est quelque chose qui arrive très souvent sur YouTube, sur Twitch et sur tout le microcosme des réseaux sociaux, où en fait, ils invitent des fausses féministes. Donc en fait, un des plus connus, Alexis Tchens, aujourd'hui, il fait des débats. Alexis Tchens, et c'est ça la minia, et le titre putaclic, Alexis Tchens vs 3 féministes. Et en fait, ces meufs-là, elles sont pas du tout féministes, ou alors elles sont TDS, mais c'est pas parce qu'on est TDS qu'on est féministe, ou qu'on est féministe qu'on est TDS. Mais chez les masculins, vu que la femme est réduite à la liberté sexuelle, c'est leur idée. Ou alors même pire, il invite sa propre assistante. Donc son assistante qu'on voit, qui travaille avec lui, se fait passer pour une féministe dans les minias. Donc en fait, cette désinformation-là, on est obligé de la combattre. Et puis dans le milieu masculin, que moi je combats beaucoup, c'est le pan de l'extrême droite dans le féminisme. Il y a ce truc de très viriliste
vite, où il faut gagner le débat, il faut pouvoir couper la parole aussi. Donc en fait, il faut que nous aussi, je pense qu'on les piège à leur propre jeu. Et c'est ce que j'ai fait pour Mathilde Escuffon, d'arriver en espèce de cheval de Troie, parce que l'image est horrible. Et sincèrement, moi, quand j'arrive, c'est terrible. Hein. J'arrive, je fais la bise à Thaïs Escuffon. On se met en mode pyjama party, parce qu'on est sur le podcast de Carla Gebali, qui est pour moi aujourd'hui une Nepo Baby qui essaye de se faire un petit trou dans cet espace-là, mais qui était guidée par Guillaume Janton derrière. Et ça, je ne le savais pas. Je ne serais pas venue si je savais que c'était Guillaume Janton derrière. Et après, on pourra en parler. Il y a plein de gossips derrière tout ça. J'ai récupéré les rushs parce qu'ils avaient tout coupé. C'est parti, il m'a appelé, il m'a menacé. Enfin bref, c'est parti assez loin. Mais pour moi, c'était important de venir. Et je sais que je suis une meuf qui se maquille, donc qui a l'air un peu bimbo. Ils se sont dit, oh, on va parler vite fait. Et moi, je suis allée au-delà de leur trame. Et on entend Guillaume Janton derrière dans les rushs que j'ai fait leaker. Je dis, ah non, on va pas parler d'immigration. Ah non, mais ça, on le coupe et machin. Bah non, en fait, on va parler de ça parce que c'est une suprémaciste blanche. Et c'est pas juste parler de moi, ce que j'ai fait avant et elle, comment elle se positionne. Et en tout début d'intro, elle le dit. Moi, je suis pas d'extrême droite. Bah non. Et on veut plus en parler. Mais justement, avec là, cette expérience que tu as pu vivre, tu, du coup, as pu voir aussi un peu tous les pièges qu'il peut y avoir lorsqu'on veut débattre avec l'extrême droite, et c'est le jeu aussi parfois des médias. En effet, c'est que là on est en direct, donc il peut pas y avoir de coupure maintenant, mais il peut parfois avoir un montage qui met en avant certaines réponses plus que d'autres, même dans certaines émissions, ou alors même dans des directs. La désinformation, qui est un outil de l'extrême droite, est parfois difficile aussi à contrer, à contre-argumenter directement, en tout cas lors d'un direct. Et tu prenais aussi l'exemple, par exemple, d'Alexis Chance et de certaines de ses vidéos. Est-ce que là, après cette expérience, tu te dis que c'est quelque chose que tu ne referais pas forcément, que tu n'as plus envie de faire, ou tu restes animé par ce truc de il faut aller dans ces zones de combat politique et intellectuel parce qu'on ne sera jamais mieux représenté que par soi-même? Alors je trouve que c'est quand même important, je le referai pas comme ça, parce que comme tu l'as dit, le live c'est hyper important. Et maintenant, si j'accepte un débat face à ces personnes-là et que ce n'est pas ma propre prod, et vu que je les inviterai jamais sur ma propre prod, je pourrais jamais savoir, ce serait que du live. Ou alors, il faudrait signer un contrat où j'ai une visu dessus, parce que ça a été trop compliqué. En fait, quand la vidéo est sortie, c'était très choquant pour moi de voir ça, où en fait, dans pas mal de propos qu'elle dit, on me voit juste être là. Donc niveau message passé, niveau image aussi pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et donc c'est pour ça que j'ai envoyé directement un message en disant que j'allais récupérer les rushs, et j'ai récupéré l'intégralité des rushs. Ils sont même trompés, ils m'ont donné l'intégralité de toutes leurs émissions. Donc, voilà. Je comprends pourquoi le transfert a duré 4 heures. Mais donc oui, je ne le ferai plus comme ça, c'est certain. Par contre, je trouve que c'est quand même intéressant peut-être de le refaire quelques fois, parce que je pense que ça a fait du bien à certaines personnes. Et je l'ai senti. Par contre, ça a été très clivant. J'ai eu pas mal de personnes qui me l'ont reproché. Encore aujourd'hui, il y a des personnes qui vont dire que je suis d'extrême droite parce que je suis partie de débattre face à Thaïs Escuffon. Débattre, en tout cas, pour moi, c'était plus lui poser les faits, en fait, lui dire ce que je lui reprochais. Je ne demandais pas de réponse de sa part, donc c'est pas vraiment un débat dans ce sens-là. Mais il y en a beaucoup qui étaient en mode merci, enfin, d'avoir dit à Thaïs Escuffon en face, c'est une suprémaciste, c'est une raciste, de lui avoir fait dire, par exemple, que quand elle était petite, elle avait la CAF, parce que c'était une famille nombreuse, de lui avoir fait dire plein de choses, enfin, des choses terribles, avoir fouillé son site internet, où en fait, maintenant, elle se lisse, elle est plus de génération identitaire, donc quand elle arrive sur les médias traditionnels, on ne parle pas trop de ça. Moi, je suis partie voir, j'ai appelé une amie à moi, j'ai à cœur aussi d'appeler une amie afroféministe à moi, parce que je pense que c'est important de pouvoir les mettre dans le débat, et elles ne sont pas souvent invitées. Et on a regardé son site internet, et on a regardé ce qui se passe sur Telegram aussi. Et en fait, de le dire, même si ça a été coupé, moi, j'ai quand même les rushs, et on a quand même la satisfaction de leur dire que vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour, on dise la vérité sur vous. Et ça, je trouve que c'est important. Je ne le ferai pas toutes les semaines, c'est certain. Peut-être une fois par an, ce serait déjà trop. Même pour moi, c'est compliqué, parce que on rappelle que je lui ai quand même fait la bise. Mais c'était intéressant. C'est au-delà de ça, on en parlera aussi après, c'est que ça peut représenter aussi des risques, parfois, de discuter avec l'extrême droite ou de s'afficher aussi publiquement contre l'extrême droite. J'ai quand même une différence aussi avec Mélissa qui fait que ma situation est plus facile, c'est que moi, je ne suis pas un débatteur. Je ne suis pas un militant, je ne représente pas quelque chose ou quelqu'un ou un groupe ou quoi que ce soit. Donc, j'ai toujours refusé les exercices quand ils m'ont été proposés, assez rarement, mais quand même dans les médias traditionnels, qui me disaient « Est-ce que tu veux venir en plateau face à tel responsable d'extrême droite ?» Et j'ai toujours dit « Mais en fait, je ne suis pas là pour apporter la contradiction. Mon boulot à moi, c'est un boulot de vulgarisation, c'est un boulot d'explication, de pédagogie. Donc, j'ai cette chance aussi de ne pas avoir nécessairement besoin de faire face à l'extrême droite, de me sentir investi d'une mission, etc. Ma manière à moi de lutter contre l'extrême droite, elle passe par autre chose que le jeu dans l'arène. Et quand tu sélectionnes aussi tes personnalités politiques, tes représentants, des élus,
à quel moment est-ce que tu considères qu'elles sont d'extrême droite? Parce qu'en fait, c'est vrai que déjà, assez simplement, eux ne se revendiquent pas eux-mêmes d'extrême droite. Bon, ça, on commence à avoir l'habitude. Mais après, c'est vrai qu'il peut y avoir une frontière assez fine entre une personnalité politique très, très, très à droite et une personnalité politique d'extrême droite. Par exemple, j'entendais que toi, tu considères, par exemple, Éric Ciotti comme une personnalité d'extrême droite que tu n'inviterais pas. Ouais, Éric Ciotti, depuis qu'il a fait ouvertement alliance avec Marine Le Pen en 2024, a clairement franchi le Rubicon du cordon sanitaire historique à droite. La question est plus difficile pour Bruno Retailleau parce qu'il est à la tête d'un parti héritier du gaullisme, ce qui fait que spontanément j'aurais plutôt envie de lui poser des questions quand même sur son rapport au gaullisme et tout. Je pense que ça resterait quand même assez difficile d'inviter Bruno Retailleau compte tenu des positions qu'il prend, qu'il se rapproche de plus en plus de celles de l'extrême droite. Je constate aussi que l'électorat de droite se rapproche de l'extrême droite. Tout simplement, on a une fusion électorale sur les thématiques de l'immigration, de lutte contre l'insécurité. Donc ça devient difficile parce que les frontières en politique ont toujours été poreuses. Et c'est normal, et ça a toujours été cette histoire-là. N'empêche que je refuse d'inviter les personnalités qui se présentent sous les étiquettes de partis ouvertement d'extrême droite, non, parce qu'ils le nient eux-mêmes, mais Reconquête, le Rassemblement National, l'UDR, ou Philippe de Villiers, ou des gens comme ça, c'est hors de question. Je ne veux pas les interviewer. En revanche, je suis très curieux d'interviewer la droite. Justement là-dessus. Ça fait partie des lignes de questions que j'ai envie de poser à des responsables de la droite traditionnelle sur où en êtes-vous ? Où habitez-vous ? Qu'en est-il du cordon sanitaire? Qu'en est-il de votre gaullisme? Où est-ce qu'on en est de cette droite antifasciste qui a existé à une époque? Et je l'ai connue, j'étais petit, mais je l'ai connue. Donc voilà, je suis quand même très curieux de la droite. Mélissa, pour revenir en quelques mots sur l'échange, le débat que tu as pu faire avec Thaïs Escuffon, qu'est-ce que tu en tires, toi, comme principaux enseignements de ce moment-là et de ce débat-là avec elle? C'est surtout, comme je te disais, de plus jamais aller là-bas quand c'est pas du live parce que c'est trop dangereux. Et ça m'a mis dans une position où aussi, moi, je suis dans ce monde-là un petit poisson. Et donc, quand on est face à Guillaume Janton qui t'appelle à 22h... Est-ce que tu peux rappeler d'ailleurs qui est Guillaume Janton? Je crois que quelqu'un nous demandait dans le chat. Guillaume Janton, c'était un chroniqueur TPMP et donc il y a aussi sa boîte de production. Donc, c'est le microcosme de Bolloré, quoi. Et d'ailleurs, c'était Ethan Beribi aussi qui était en alliance avec lui. Donc, deux personnes que je ne porte pas dans mon cœur, en tout cas pour les valeurs qu'il représente. Et donc, moi, j'ai pas la force de frappe juridique, j'ai pas la force financière de ces personnes-là pour demain, s'ils il porte plainte pour diffamation ou pour droit à l'image, parce que j'ai diffusé après ces rushs-là. On a fait un live Twitch avec Nimésia, qui est une streameuse. On s'est dit, mais en fait, voilà, je vais te donner les rushs sans coupure, sans rien, et on va les streamer pour montrer aux gens la vérité. Et ça a intéressé, les gens sont venus. Mais après, il m'a appelé, il était vraiment pas content. Donc, il y a aussi un danger pour nous vis-à-vis de ça. Et l'argent manque à gauche et nous, on n'a pas de milliardaires qui nous parrainent pour nous aider si on est attaqué. Donc ça, je ferai plus attention. Mais par contre, c'est toujours, je pense, quelque chose d'intéressant. Mais par exemple, moi, je ne sais pas ce qu'a dit Alexis Chen sur moi, mais je pense qu'un jour, il a dû le dire parce que souvent, ses alliés, voilà, ses abonnés viennent me dire tu as refusé le débat, comme si en refusant le débat, en fait, nos idées étaient fausses parce que c'est ça l'idée viriliste derrière. Et en fait, j'ai jamais eu d'invitation. Mais j'irai jamais chez lui parce que je sais comment ça va se passer grâce à ce qui s'est passé avec Guillaume Janton et Thaïs Escuffon. Il y a aussi une stratégie de l'extrême droite assez récente mais qui est assez violente et on s'en est rappelé avec Charlie Kirk, c'est la manière qu'a l'extrême droite de se prévaloir de valeurs de gauche quand ça les arrange. Oui. Par exemple le débat. Le débat, vous ne voulez pas débattre, mais enfin... Vous êtes les tyrans, vous êtes intolérants. Enfin, regardez, nous, on est prêts à débattre. On veut débattre de nos propositions. On veut participer au grand débat public, etc. Et ça, c'est une arnaque intellectuelle phénoménale de la part d'un camp qui n'a jamais porté la démocratie dans son cœur, ses valeurs profondes, etc. Donc, faut se méfier aussi de ça. Et ils sont très bons là-dedans. Ils sont très, très bons là-dedans. Je vois vos questions dans le chat, je les relais juste après à Mélissa et Jean, mais Mélissa, sur ma question des enseignements que tu as pu tirer, je me posais aussi la question, et là on en parle un petit peu aussi, c'est en effet des pièges qui peuvent se trouver dans un débat quand on est face à l'extrême droite, notamment autour de la désinformation, parce que je t'ai déjà aussi toi, beaucoup entendu parler, parce que tu parles, quand tu reprends parfois certains argumentaires pour les contredire de l'extrême droite, c'est notamment sur le féminisme, et l'extrême droite, notamment sur le féminisme, diffuse beaucoup de contre-vérités, notamment avec le collectif Némésis, qui associe beaucoup l'immigration et les agressions sexuelles, par exemple. C'est quelque chose sur lequel ils insistent énormément, et à force de le répéter, ça rentre forcément dans certaines têtes comme étant une vérité. Alors quand ils le font de leur côté, on peut rien faire, à part y répondre aussi de notre côté, comme tu le fais toi. Mais quand tu es en débat face à l'extrême droite, il y a parfois cette possibilité, en effet, que des
contre-information soit diffusée. Est-ce que toi, tu as l'impression que c'est un piège contre lequel tu peux lutter aussi ? Alors, pour le coup, j'ai débattu que face à tes escuffons, mais c'était très facilement démontable. C'est là qu'on voit que quand ils ont une contradiction face à eux, tout le personnage qu'ils se construisent, c'est vraiment un colosse au pied d'argile, quoi. Parce que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et elle était très facilement aussi. J'ai réussi à la déstabiliser. Après, je pense que c'est tout à chacun. Hein. Si j'avais eu quelqu'un d'autre face à moi, ça aurait pu se passer différemment. Mais du coup, on la voit bégayer. On la voit plus comprendre ce qui se passe, regarder du regard Guillaume Janton, etc. Et je pense que c'est ça qui a été intéressant. Et elle a essayé d'ailleurs après sur Twitter de faire des vidéos sur nous pour nous enlever cette autorité, cette légitimité en fait. Voilà, on est vraiment dans une arène. C'est plus vraiment le débat des idées. C'est sur la forme. En fait, c'est devenu de la communication. Il faut faire bégayer l'autre. Il faut couper la parole. Il faut parler plus fort. Et donc ça, c'était facilement faisable. Et même au-delà de l'argument d'autorité, il y avait aussi juste le fond. Ça ne marche pas. Quand nous, on arrive avec une vérité, qu'on débat, qu'on lui expose fait par fait, qu'on a les captures d'écran, qu'on a les recherches des scientifiques, etc., et qu'on a fait des vraies recherches, c'est plus facilement démontable. Alors que quand ils parlent tout seuls et que je leur réponds après coup, c'est plus difficile. Parce que quand la fake news, elle a été donnée, la désinformation a été donnée sans aucun contradictoire face à eux, et que les gens l'ont entendu sans se dire « Ah, peut-être que c'est faux ». Ils ont juste entendu ça, et du coup, ils l'ont pris ils l'ont acté. Nous, quand on arrive derrière pour faire le travail de déconstruction, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une question dans le chat sur laquelle j'aimerais vous entendre. Quelqu'un nous demande comment est-ce qu'on fait pour donner des explications aux retraités biberonnés à CNews, ou en tout cas voilà, à ce public de CNews. C'est vrai, comment on fait pour réussir à les informer au-delà de ce à quoi ils sont confrontés sur une chaîne comme CNews et d'autres chaînes du groupe Bolloré, mais qui sont de plus en plus et de manière assez évidente d'extrême droite. Ça s'appelle de la déradicalisation. Voilà, on fait ça avec les terroristes aussi. C'est très difficile. C'est très complexe. Comment faire entendre raison à des personnes qui sont biberonnées à des discours complotistes, à des discours d'extrême droite. Dans un cadre individuel et familial, ce qu'on peut faire simplement, c'est poser des questions. Simplement poser des questions et par un simple jeu de questions, montrer des contradictions, des absurdités, des choses comme ça, en se disant qu'il faut jamais... engueuler les personnes, ça ne marche pas, au contraire, ça les confine plutôt dans leurs opinions. Faut plutôt poser les choses de manière très calme et leur montrer qu'il existe un ailleurs possible, voire acceptable, voire souhaitable. Mais je ne saurais pas comment faire. Mon public à moi, il a une vingtaine d'années. Je ne suis pas du tout expert de ça. Je ne sais pas comment déradicaliser des personnes âgées qui regardent CNews. Mais par exemple, est-ce que dans ton chat, tu peux avoir parfois des gens qui ont des avis, des arguments d'extrême droite, et comment tu fais alors dans ces cas-là ? Est-ce que tu rentres en discussion avec eux ? En fait, je me rappelle toujours de mon rôle. J'essaye d'éviter d'être donneur de leçons péremptoires et condescendant, et j'essaye plutôt de leur dire je vais vous montrer la politique telle qu'elle se passe, je vais vous proposer des analyses pour vous montrer sa subtilité, sa complexité. Si les gens restent d'extrême droite, c'est pas de ma faute, ils le restent. Je mène pas une mission civilisatrice ou une mission sacrée pour déradicaliser des jeunes qui seraient séduits par Bardella sur TikTok, quoi. Je considère qu'on se bat à armes inégales. Je suis d'accord avec toi sur les milliardaires qui existent et qui sont là pour leur donner du fuel. Nous, on se bat avec nos moyens, et je pense que le plus beau des combats, c'est celui de l'éducation populaire, tout simplement. Réenchanter le débat démocratique par l'explication du fonctionnement des institutions, du jeu politique, et permettre à tout à chacun de se faire une opinion. Et je caresse l'espoir qu'une personne d'extrême droite qui regarde ma chaîne plusieurs jours d'affilée va commencer à se poser des questions sur des convictions qu'il avait jusque-là, sur des idées reçues qu'il avait, en se disant « ouais, en fait, c'est un chouïa plus compliqué que ça ». Et si déjà il se dit ça, j'ai gagné ma partie du boulot. Sur cette question de l'étiquette de donneur de leçons, je trouve ça assez intéressant parce que, et j'aimerais t'entendre là-dessus aussi, Mélissa, quand on est politisé comme vous, quand on combat aussi l'extrême droite comme vous, c'est quelque chose auquel on peut quand même assez rapidement faire face, cette étiquette de donneur de leçons, parce qu'on a quand on a des idées politiques assez marquées, quand on est face à des gens qui sont potentiellement un peu moins politisés parfois, ou en tout cas qui ont des idées moins ancrées directement, on peut vite nous renvoyer ce truc de « oui, mais toi, t'es un militant, toi, tu restes dans ton truc, t'es pas très ouvert d'esprit, toi, tu vas m'apprendre la vie, tu vas m'apprendre la politique ». Comment est-ce qu'on lutte contre ça ? Comment est-ce qu'on fait pour, en effet, être audible avec ces personnes-là ? Je pense qu'il y a un moment donné, il faut aussi se faire une raison où il y a certaines personnes qui ne nous écouteront pas.
et on peut pas convaincre tout le monde. Moi, je parle plus pour les personnes qui se disent apolitiques, les personnes qui sont sceptiques, les personnes qui ont du mal à s'intéresser à la politique, parce que moi, je viens d'un milieu aussi où, moi, je viens de banlieue, on n'est pas éduqué à ça, on n'a pas la chance d'avoir des parents qui forcément ont le temps de parler de politique parce qu'ils travaillent à côté. Moi, j'avais la chance, chez moi, d'avoir des débats politiques, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ici, mais moi, je voyais mes camarades de classe, mes voisins, on n'a pas le temps d'en parler. Donc, je pense qu'il faut d'abord parler à ces personnes-là qui sont abandonnées. Tu t'en parlais très bien, des jeunes, les jeunes de banlieue à fortiori, j'habite dans le 93, le 93, c'est là où il y a le plus de taux d'abstention. Donc, moi, c'est plus ces personnes-là sur qui je vais me concentrer avant de me concentrer sur les personnes qui me détestent pour qui je suis, parce que je suis une femme issue de l'immigration, juive et tout ce que vous voulez. Donc, ça, je pense qu'il faut se faire une raison à un moment donné. Mais après, c'est intéressant, comme on le disait, c'est là où il faut essayer d'intégrer leur sphère. Ils vont regarder BFM, ils vont regarder CNews, et elle le disait très bien, Rokhaya Diallo, qui a été invitée par Histoire Crépue il n'y a pas très longtemps, on lui posait la question, parce que c'est devenu aussi une certaine forme de, je sais qu'on n'aime pas trop cette expression-là, de pureté militante parfois, de dire mais si tu vas débattre sur BFM, c'est que de facto, t'as trahi ton camp. Et en fait, elle répondait très bien en disant mais moi, ma mère regarde BFM TV. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait, toutes ces générations-là, où en fait, elles ont besoin d'un contradictoire, d'autres discours, et on puisse les sauver, les repêcher. Parce que je suis pas convaincue que toutes les personnes qui regardent CNews et BFM sont toutes des mordus de Marine Le Pen et de Bardella, et qu'elles sont vraiment des fascistes dans l'âme. Je pense qu'il y a plein de personnes qui sont perdues parce qu'il y a tout un travail qui est fait pour ça. Il y a une communication incroyable, et ça, je peux pas leur nier. S'il y a un truc que je peux admirer chez l'extrême droite, c'est leur travail de communication. Il y a plein de paillettes qui sont mises dessus, et avec les informations, les fake news et tout, forcément, on pêche des gens qui, de base, n'avaient pas envie. On le voit avec les agriculteurs, la campagne, etc. Lumière Lapré fait un très, très beau travail là-dessus, où elle va en campagne, elle va leur parler. Et je pense qu'il y a un fond. Pourquoi ces gens-là ont été convaincus ? Il ne faut pas les abandonner directement. Je crois qu'il y a une posture qui a le mérite d'exister, c'est celle de l'humilité. Par opposition justement au côté donneur de leçons que peut parfois avoir la gauche. Rester humble vis-à-vis de l'ampleur de la tâche qui est devant nous, rester humble vis-à-vis, tu l'as dit, il y a des gens, on n'y arrivera jamais, c'est pas grave. Il faut surtout pas que ça nous empêche de faire autre chose. Il y a tout un tas d'autres gens à qui on peut être utile, et il faut se concentrer sur eux. Et moi, tu vois, mon rôle n'a jamais été de donner envie aux gens de voter à gauche, et mon rôle n'a jamais été de donner envie aux gens de voter. J'ai même été très humble vis-à-vis de l'abstention. Si vous êtes abstentionniste parce que vous êtes en colère, parce que vous êtes saoulé, parce que vous y comprenez rien, etc., c'est pas grave. La seule chose que je vous demande, c'est qu'on en parle, c'est qu'on en débatte, c'est qu'on en discute. Venez sur le chat, je vais vous montrer la politique. Si ça vous donne envie de voter, c'est bien. C'est bien, si vous le souhaitez. Mais si vous voulez rester abstentionniste, vous pouvez aussi, c'est pas grave. Et je pense que cette posture d'humilité, de simplicité, ne pas avoir trop de prétention, ça peut aider à décoincer des gens. Être une personnalité publique, s'exposer sur les réseaux sociaux et les plateformes, ça peut parfois aussi s'exposer à de la violence. Qui plus est, parfois quand on parle de politique, qui plus est quand on combat l'extrême droite, qui plus est aussi quand on est une femme sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous vivez avec cette menace-là ? On sait aussi que l'extrême droite agresse. On a eu l'occasion d'en parler aussi dans la première partie d'émission avec Maxime Massé, notre cartographie des groupuscules radicaux d'extrême droite qui s'implantent partout sur le territoire et qui parfois passe à l'acte. Comment est-ce que vous vivez, vous, avec cette menace planante et un peu obligatoire quand on est une personnalité publique qui parle politique ? Moi, je suis très privilégié. Parce que ça fait 10 ans que je suis sur Twitch et il faut bien reconnaître que l'extrême droite me fout globalement la paix. J'ai pas de raid d'agression sur les réseaux sociaux. Ça m'est arrivé quand même, j'en ai eu. Mais j'ai l'impression que les gens d'extrême droite, je sais pas, quand ils arrivent sur ma chaîne, ils comprennent en 5 minutes que s'ils arriveront à rien, que c'est pas, de toute façon ça va les faire chier, c'est pas le bon endroit, donc ils se cassent en fait. Ils restent pas. C'est très différent quand tu es sur TikTok ou sur Insta, où par le scrolling les gens peuvent tomber sur toi et te lâcher un commentaire vengeur. C'est pas le cas. Ceci étant, j'ai quand même fait l'objet de raids d'extrême droite, de vidéos de frontières sur moi. J'ai fait partie de la cartographie de l'extrême gauche de frontières. Il m'avait mis à 2 reprises dans la même carto. C'est te dire à quel point on manque d'extrême gauche en France. Quand tu as besoin de mettre 2 fois Jean Massier, c'est que vraiment il y a un problème. Quel trophée. Sur le moment, ça m'a pas super fait marrer quand même d'avoir un type dans le dos. J'ai pas trouvé ça très drôle. Mais je pense encore une fois être privilégié dans le sens où c'est que dalle ce que je me prends par rapport aux journalistes de Frontal, par rapport à des personnes bien plus impliquées que moi dans le combat face à l'extrême droite.
Toi, Mélissa, comment tu Oui, je vis pense avec ça? qu'il y a une notion aussi, tu disais tout à l'heure l'intersectionnalité, hein, ça fait que quand on est une femme, qui plus est racisée, on se prend beaucoup plus de raids. Et je pense que c'est ça qui les motive, parce que je pense que j'ai pas la plus grande exposition, j'ai pas d'émission à moi, etc. Mais moi, par exemple, sur Twitch, tu vois, ça les retient pas. J'ai juste fait 2 mois, pendant l'été, on a lancé les cahiers de vacances pour essayer de garder les gens en alerte sur l'actu, et voilà. Et dès le premier live, j'ai eu un raid de néo-nazis qui me disait Hitler va reprendre la France, parce qu'ils ont Sur enfin Twitch compris, sur Twitch. Ah ouais. Ils ont enfin compris que j'étais juive et que j'étais pas musulmane. Avant, je me subissais de l'islamophobie. Avant, c'était de l'islamophobie à tout va. Et maintenant, c'est l'antisémitisme. Au moins, ils visent juste. C'est ça, au moins, on peut leur dire. Mais du coup, après ça a été. Donc, ils sont aussi arrivés sur Instagram à base de Kill the Jews, etc. Moi, si j'étais un moustachu, je te déporterais. Donc, c'était quand même assez joyeux. C'est la première fois, du coup, antisémitisme que je le vis, parce qu'avant, comme je l'ai dit, je pensais que j'étais autre chose. Mais sinon, moi, c'est devenu une normalité. Et je pense que c'est pas normal d'avoir normalisé la chose. Mais moi, c'est normal d'avoir toute la journée des commentaires misogynes. TikTok, je poste très, très peu maintenant, mais Instagram aussi. Et on le voit avec la droitisation des plateformes, des réseaux sociaux, de Meta, de Zuckerberg, de toutes ces personnes-là. On peut plus faire tant réclamation que ça. Quand on signale, en fait, on se dit non, c'est rien. Dire qu'une femme, elle est bonne juste à ouvrir les jambes, à être à la cuisine et tout ça, non, apparemment, ça passe. Et même quand j'invite des personnes, des fois, moi, ça a été très, très marquant pour moi, où à l'époque, j'étais moins politisée, mais je faisais des petits sketchs assez humoristiques où on parlait quand même de féminisme, etc., avec un homme noir. Et j'ai été bête, je pense, c'était bête, parce que je me dis antiraciste et j'ai pas pensé que c'était un homme noir avant de penser que c'était un mec qui est mon pote, avec qui je tourne. Ça a été ahurissant, le nombre de commentaires racistes où ils pensaient que j'étais du coup musulmane, donc plus de personnes qui me disaient beurre takrel, etc. Voilà, on fera pas toutes les traductions, mais c'était terrible, misogyne, raciste, que ma famille avait honte de moi, etc. Et donc là, ça a été un homme que j'ai exposé au racisme en le postant sur mes réseaux sociaux, parce que j'avais pas pensé, par exemple. Ça aussi, il faut qu'on fasse attention même quand j'invite des +1, ça m'est arrivé d'inviter des copines à des événements, et en fait elles sont interviewées, et après les vidéos elles sortent, et en fait c'est des raids de grossophobie, et là on dit que c'est pas l'extrême droite, mais en fait c'est des personnes qui ont des idées d'extrême droite. On devait le définir au début, mais quand elles sont grossophobes, elles arrivent en un commentaire à être grossophobes, misogynes et islamophobes. Je pense que voilà. Il y a aussi un truc il faut garder à l'esprit, et c'est essayer de se garder un petit peu d'espoir dans ce monde qui se radicalise vers la droite dans tous les pays développés. C'est de regarder quand même le fait qu'il existe des poches de résistance à l'extrême droite dans la jeunesse, dans les mobilisations, dans les mouvements. Il y a plein de jeunes qui votent à l'extrême droite. Ce serait étrange qu'il n'y en ait pas, d'ailleurs. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais dans les préoccupations des jeunes, dans les modes d'organisation des jeunes, dans les nouveautés, dans les manifestations de la Gen Z partout dans le monde, les printemps arabes il y a 15 ans, 10 ans, pour toutes ces raisons-là, la subsistance d'un front républicain aux élections législatives l'année dernière, gardez en tête qu'il ne faut pas rester défaitiste. L'extrême droite est en puissance partout dans le monde, mais elle n'a pas encore gagné la bataille. Il reste des gens qui résistent, il reste des gens qui y croient, il reste des gens qui se mobilisent. Il faut les soutenir, les aider, les défendre, il faut faire corps, il faut faire bloc, et au bout du bout, on va y arriver. Oui, tu vois, si je peux avoir une petite touche d'optimisme quand même, moi... à la base, quand j'ai commencé les réseaux, je postais pas mal de photos, parce qu'Instagram, c'était ça. Donc, j'avais 90% d'hommes qui me suivaient. Et j'ai commencé, après ça, à faire du contenu féministe avec ces 90% d'hommes. Et donc, j'ai eu la chance, entre guillemets, parce que il y a son lot de désarroi avec, mais de voir certaines personnes qui sont abonnées depuis très longtemps. J'ai pu les voir évoluer. Donc des fois c'est compliqué, parce qu'on voit par exemple, là c'est vraiment dans le cadre du féminisme, donc c'est plus particulier, mais certaines personnes d'hommes qui ont été agresseurs et qui se rendent compte sous mes vidéos et qui vont dire en fait je me rends compte, et ils racontent tout le truc, en fait ils ont agressé et violé une meuf. Donc c'est hyper lourd de lire ces commentaires là, mais c'est quand même hyper intéressant, parce que c'est des personnes qui prennent conscience, et en fait je vois que ça change un petit peu. Même des commentaires des fois qui me disent écoute, je suis vraiment pas tout le temps d'accord avec toi, quand j'ai vu ta tête je pensais que t'allais dire que des conneries, mais en fait c'est intéressant, et ça ouvre des débats avec ma meuf le soir. Et donc je pense que c'est bien quand même. Il y a certaines personnes qu'on peut amener aussi de l'autre côté. On ne se radicalise pas que dans un sens. Ça peut aller dans... Tu vois ton impact direct voilà, dessus. Ça existe. Ouais, ça existe. Et c'est aussi... En vrai, aussi pour ça que je voulais t'inviter, Mélissa, ce soir, parce que j'ai remarqué ce que tu disais, que tes contenus sont devenus plus politiques qu'avant aussi. Et notamment sur l'extrême droite. Pourquoi est-ce que toi, tu as fait ce choix de plus prendre part à la bataille politique par rapport à avant? Parce que finalement, tu aurais été plus
planqué entre guillemets, ça aurait été peut-être plus simple aussi pour toi à vivre d'avoir des contenus moins politiques que ceux que tu fais maintenant. Ouais, on gagne plus d'argent sur les réseaux sociaux déjà quand on n'est pas politisé. Il faut le savoir, les créatrices de contenu engagés, on est très précaires, parce que comme je l'ai dit, on n'a pas de milliardaires au-dessus. Les influenceurs d'extrême droite sont financés. Nous, on ne l'est pas. Est-ce que c'est plus galère d'avoir des marques ? Eh ben, on n'en a pas. Ouais, moi, je l'ai vu. En fait, j'ai vu les marques arrêter parce que j'avais déjà une communauté. J'avais 15 000, 20 000 abonnés. J'étais donc une micro-influenceuse qui faisait des petits sketchs, etc. Je parlais en story, mais on voyait, ça transparaissait de moi. J'en parlais plus sur TikTok, pas trop sur Insta. Et donc, on perd les contrats, on perd tout ça et on a de plus en plus de raids. Même si, quoi qu'il arrive, même si on ne parle pas de politique, quand on est une femme sur les réseaux sociaux, on s'en prend plein la gueule. Donc, j'en avais déjà avant. C'est juste que là, maintenant, j'ai des hémouristes et des néo-nazis. Avant, ça, j'avais pas. J'avais que des misos et des mascus, voilà. mais en fait, ça a été aux législatives, en fait. Donc, les législatives anticipées. Pour moi, il y a eu un sursaut de me dire, OK, j'ai envie de vraiment dire ce que je pense, parce que c'est quelque chose qui a toujours été en moi, l'amour du débat, d'être politisée. Je me suis politisée, je pense, par ma personne, qui a été politisée aussi de force. Et donc, j'ai voulu commencer à faire des choses plus politiques, et finalement, maintenant, je fais que ça. Je fais que des choses antiracistes, féministes, anticlassistes, etc. Tous les adjectifs qu'on peut se donner. Et je pense que c'est intéressant, c'est important de ne pas lâcher aussi, parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est très important. C'est un terrain qui est ultra pertinent et utile pour la lutte politique. Et justement, pendant les élections législatives, on a vu sur les réseaux sociaux des créateurs de contenu pas du tout politiques, en tout cas au premier abord, s'exprimer, prendre position notamment face au Rassemblement national. Comment est-ce que vous avez vu ça, vous ? Est-ce que ça vous a surpris ? Est-ce que vous avez vu ça d'un bon œil ? Est-ce que vous aviez eu espoir que ça se développe ensuite après aussi ? Je pense qu'un streamer célèbre de League of Legends qui appelle à voter pour faire barrage à l'extrême droite a infiniment plus de puissance que moi pour lutter contre l'extrême droite. Ça me fait un bien fou de voir ces gens que je connais par ailleurs, des streamers qui ont plutôt tendance à se tenir très à l'écart de la politique parce qu'ils en ont peur, parce qu'ils ont peur de froisser une partie de leur communauté, parce qu'ils ont peur de faire fuir les marques, etc. C'est très très apolitique, moi je fais que du jeu vidéo, etc. Quel courage aussi à leur échelle ils ont que de dire, il y a un moment, les gars, on va arrêter les conneries 5 minutes et regarder la réalité du pays et se dire que là, il faut faire quelque chose. Ça fait du bien, ça fait un bien fou de voir ces mecs-là. Beaucoup d'hommes, je suis désolé, beaucoup d'hommes, mais des femmes aussi se sont mobilisées à ce moment-là. Donc ouais, ça fait plaisir de les voir se mobiliser. Et je n'ai aucune leçon à leur donner. Aucune. Alors là, on en parlait tout à l'heure du côté un peu donneur de leçons. Jamais je me permettrais de leur dire, ouais, les mecs, vous pourriez vous engager le reste de l'année quand même. Non, pas du tout. Jamais. Je leur fous la paix, je les laisse faire et je les remercie pour ce qu'ils font quand ils le font. Mélissa, tu veux dire un truc là-dessus ? Oui, non, moi j'ai pas été surprise de voir qu'ils se positionnaient contre l'extrême droite. Je pense qu'on devrait plutôt être surpris quand ils se positionnent pour l'extrême droite. Il faudrait pas qu'on commence à inverser nos systèmes de pensée. Nous, c'était très intéressant parce que du coup, j'ai été dans des groupes en fait organisés, donc des groupes WhatsApp. Donc je sais pas si je peux citer son nom, mais c'est une femme qui a son agence donc de créateurs engagés. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est toute une autre logique quand on est créateur de contenu engagé. Et je pense qu'il faut investir l'influence là-dessus et pas avoir ce mépris de classe de non, mais de toute façon, vous êtes des influenceurs, donc vous dites que des conneries. Je pense que ça, il faut qu'on se détache de ça à gauche parce qu'il y a aussi beaucoup de pureté là-dessus. Et donc, c'était des groupes WhatsApp, on était tous réunis, on pouvait tous s'aider, faire des cross-posts. Donc, ça veut dire qu'en gros, poster de façon associée, donc sur plusieurs comptes, le même contenu pour que ça ait plus de portée. S'aider aussi pour faire l'éveil parce qu'en fait, c'est du travail journalistique, ce qu'on fait, sauf qu'on le poste sur un réseau social. Mais donc, nous aider à faire l'éveil, à mettre en forme, etc. etc. Et donc, moi, c'est arrivé, du coup, le premier post que je fais pour les législatives, on a fait 4 millions de vues. Et ça a été repris après. Donc j'ai écrit le slogan, parce que moi, là-bas, je suis communicante et je suis dans la pub, donc autant mettre à partie ces choses-là. Le RN, c'est comme ton ex, il dit qu'il a changé, mais en fait, c'est faux. Et après, on avait plein de slides où des filles m'avaient aidé à faire l'éveil, de regarder sur les sites de l'Assemblée nationale, des commissions européennes, les vrais votes du RN. Et on avait tout listé en fonction de l'écologie, du féminisme, des agriculteurs, des gens pauvres, vraiment pour que toutes les personnes qui puissent se sentir concernées soient en mode, en fait, non. Et c'était incroyable, parce qu'après, dans les manifs, le slogan a été repris. Et il y a des gens qui m'ont envoyé leurs pins, ils m'ont demandé de pouvoir l'imprimer et le coller, faire des affichages sauvages en province, dans les campagnes, partout. Et donc, en fait, c'est là qu'on voit que c'est hyper intéressant de se réapproprier ces luttes-là. Et comme tu dis, c'est l'éducation populaire, en fait. Et comme ça, on a pu vraiment faire beaucoup de choses en s'alliant entre créateurs de contenu. Quelqu'un dans le chat nous dit « J'ai vraiment l'impression que depuis les législatives anticipées, il y a certes eu une montée de l'extrême droite, mais aussi
en parallèle une forte montée de la prise de conscience de la menace d'extrême droite. J'aimerais le croire autant, je désespère jamais parce qu'il faut continuer à se battre. Ce qui est sûr, c'est que les dernières législatives, je le redis, ont montré un front républicain massif. Et je rappelle que le front républicain, c'est pas un truc de politicien, c'est un truc qui est dans le cœur des gens et dans le comportement des électeurs qui font l'effort d'aller voter. Donc prenons ça pour acquis. Il ne faut pas que je dise des trucs comme ça parce que non. Non, mais ça veut dire des choses en tout cas. Ça veut dire quelque chose de la capacité de ce pays à résister contre l'extrême droite. Voilà, c'est ce que je me dis, c'est ce que je garde à l'esprit. Après, charge à nous aussi de faire le taf pour donner des alternatives qui donnent plus envie de l'extrême droite, pour aller s'adresser à des électeurs séduits par l'extrême droite qui ne sont pas séduits par d'autres camps politiques, réenchanter la politique, redonner de l'espoir, redonner des chemins enviables, etc. C'est toute une bataille, mais c'est une bataille qui est noble. Ça a du sens de s'engager en politique, de se battre, de faire les choses. Chacun à son niveau, chacun... là non plus, je ne veux pas être donneur de leçons. Donc voilà, je croise les doigts pour qu'il existe effectivement un fond antiraciste profond dans ce pays. Malheureusement, la stat que j'ai lue du journal Politis en venant ici, c'est que 59% des Français ne veulent plus faire le Front républicain. Un tiers des électeurs LR ne veulent plus faire le Front républicain. Voilà, cette stat, elle existe. Donc il faut la regarder en face et il faut travailler avec, quoi. Pour terminer cette discussion, il y a aussi une question que je voulais te poser, Mélissa, parce qu'on a eu ta position à toi, Jean, là-dessus, mais toi, Mélissa, comment tu vois les autres créateurs de contenu monde politique qui, donc, pour certains, se sont positionnés lors des élections législatives face au danger que représentait la possibilité de l'accession au pouvoir du Rassemblement national. Est-ce que toi, tu aimerais qu'ils parlent plus souvent de politique, qu'ils s'expriment plus politiquement sur leurs réseaux sociaux qui sont parfois très, très, très suivis? Moi, j'adorerais. Moi, tu vois, là, cet été, j'ai été à un festival et comme quoi, même quand je suis en vacances, j'arrive pas à me détacher. Je me disais, mais là, ce serait génial qu'ils disent quelque chose, qu'ils fassent un petit message contre la montée de l'extrême droite, contre la montée du masculinisme, contre tout ça. Ce serait hyper important, ce serait hyper impactant. Et il y a Riles qui l'a fait en festival. Qui a pris la parole à chaque fois. Et il y a Squeezie qui l'a fait, par exemple, qui a d'ailleurs été aidé par je te parlais donc, c'est Perrine, qui a l'agence qui a organisé le groupe WhatsApp. Elle a aussi aidé à écrire ces choses-là. Et donc, en fait, il y a des personnes derrière qui les aident aussi à prendre la parole parce que c'est pas simple de faire un communiqué de presse, de l'écrire quand on est des gens assez éloignés de tout ça. Donc, je pense qu'ils ont envie, mais c'est aussi notre travail, je pense, où nous, on a décidé de se dire experts de ça. En tout cas, on essaye de les aider à trouver un chemin qui est possible pour eux. Parce qu'à la base, la politique, c'est chiant, ça fait pas rêver. C'est un truc qu'on se dit, c'est un truc de vieux. Quand les parents ils commencent à parler de ça, on se lève de table. Donc, ça fait pas vendre sur le divertissement. Donc, je pense qu'on peut leur dire, il y a une solution. On peut en parler bien. On peut faire des petits messages par-ci, par-là. On n'est pas obligé d'être, bon là, c'est le nom de l'émission, mais hyper frontal. On peut aussi faire le petit poussé avec plein de petits messages par-ci, par-là. Parce qu'eux, ils le font, l'extrême droite. Donc, nous, on peut le faire aussi à notre façon. Et en faisant des sketchs, en faisant de l'humour, avec l'art. Et je pense que la gauche le fait très bien. Donc, il ne faut pas qu'on l'oublie, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je sais pas si j'attends nécessairement des personnalités célèbres, qu'elles soient numériques ou ailleurs, qu'elles prennent position plus régulièrement dans le débat public. Encore une fois, je veux pas être donneur de leçons dans le sens où moi je parle de politique absolument toute la journée, mais je n'attends pas des autres qu'ils le fassent comme moi ou qu'il n'y a pas de mal à être un streamer jeu vidéo et à parler de jeux vidéo, il n'y a pas de mal à être un youtubeur de musique, etc. Enfin, vous avez le droit aussi de produire des contenus sans forcément prendre position sur la dernière indignation du moment, mais il y a une sur la dernière lutte, etc. Au bout d'un moment, il y a la question de la responsabilité qu'on peut avoir, qui nous incombe quand on est très suivi. Exactement, et c'est pour ça que je reviens à ces prises de position des législatives dernières que je trouve d'autant plus salutaires que le moment était grave, que l'extrême droite était aux portes du pouvoir dans notre pays et que je suis reconnaissant de personnalité d'avoir franchi le Rubicon et d'avoir pris position pour dire que le moment était grave. Mais parfois, la rareté de la parole n'est pas inutile aussi quand on est une personnalité. Je sais plus quel footballeur disait ça en disant moi je prends pas la parole tout le temps en politique, par contre quand j'ai un truc à dire je le dis fort. Et ça peut avoir plus d'impact. Ça marque, enfin voilà. Donc voilà, je dis ça tout en réfléchissant à haute voix. Il y a aussi eu une époque où tous les artistes étaient engagés, les années 70-80, c'était la contre-culture. Il fallait absolument prendre parti dans toutes les luttes et tout. Est-ce que ça marchait mieux à l'époque? J'en sais rien. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a une grande dépolitisation du monde du cinéma, du monde de la musique. Voilà, c'est-à-dire les prises de position osées sur scène dans des festivals, c'est pas tous les 4 matins non plus. Et c'est très bien quand elles arrivent, mais il y en a d'autres qui sont bien silencieux. Oui, et puis il faut savoir comment on le fait aussi. Parce que pardon, je t'ai coupé, mais il y a Booba
je ne sais pas si vous avez vu passer, qui a posté il n'y a pas très longtemps, qui a repris un post de collage féminicide, donc qui a fait des collages dans la rue pour dénoncer les agresseurs, notamment dans le rap, donc tout ce qui est Nekfeu, L'Homme Pâle, etc. Donc c'était vraiment placardé. Et Booba a republié ces photos-là. Donc je pense qu'il y a, au-delà d'avoir peut-être une conviction féministe en lui, il y a aussi... Qui se fout un peu de la gueule du monde, non? Oui, voilà, il y a aussi une intéressé de idée sa part. voilà, dans le clash, on connaît le personnage de Booba, et puis lui, on peut aussi lui reprocher des paroles qui viennent de lui dans certaines de ses chansons, et ça a été reproché en commentaire. Bah ouais. Mais au-delà de ça, parce qu'on pourrait se dire, il a changé, et maintenant c'est un papa, et peut-être que... Enfin, c'est quand même à prendre, il y a quand même ce truc-là de réhabilitation, peut-être qu'à un moment donné, on peut pardonner les gens, sinon, nous, en féminisme, on parlerait à plus de personne, en tout cas pas beaucoup d'hommes, je pense aucun. Mais c'est comment ça a été fait, c'est que il n'a pas prévenu le collage féminicide, et elles n'étaient pas au courant, et derrière, elles se prennent un raid. Ouais. Donc, en fait, il faut le faire bien et pas le faire juste en disant moi, ça rentre dans ma communication ou c'est notre guerre de rappeurs. Derrière, des vraies femmes qui se battent et qui ont un vrai combat. Donc, il faut faire attention à comment on relaie les choses aussi, je pense. Même si c'est le bienvenu, quand on devient du washing très vite, quoi. Notre discussion touche à sa fin. Merci beaucoup, Jean et Mélissa, d'avoir été avec nous Merci ce soir. Merci à toi. Deuxième émission de Frontal, que vous pourrez retrouver le chat en rediffusion sur notre chaîne YouTube dans les jours à venir. Comme Comme c'est tous les mois sur Twitch. c'est une fois par mois, en effet, sur Twitch. Et c'est aussi déjà une newsletter bien hebdomadaire sûr, qu'on connaît bien. auquel vous pouvez accéder. Abonnez-vous. Voilà, merci beaucoup, Jean, de faire notre pub, auquel vous pouvez accéder via notre site de Libération. Merci beaucoup, Jean et Mélissa, Merci. d'avoir Merci été à avec toi. nous. C'était cool, merci. À bientôt et au revoir, bonne soirée, le chat. Salut, à bientôt.